Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul des Taureaux du Panthéon. Donc pour cette deuxième vidéo, vous voyez que je suis plus sur Windows, je suis passé sur Linux. Donc ça ne changera pas grand chose, on va coder sur Spider. Donc avec ce premier cours, je vais essayer de vous introduire les notions de variables, les notions d'opérateurs sur Python. Donc ce sera vraiment le premier cours. Ce premier cours, il a pour objectif de vous rendre possible les exercices. Sans cette vidéo, vous n'auriez pas pu faire les exercices. Donc à la fin de cette vidéo, a priori, si vous avez bien suivi, vous pourrez faire les exercices. Il y aura quelques exercices qui nécessiteront peut-être une recherche supplémentaire, mais a priori, vous pouvez tout faire. Donc voilà, pour commencer, on va ouvrir Spider. De mon côté, je vais ouvrir depuis le terminal. Donc voilà, Spider. Voilà, donc j'avais déjà préparé un petit fichier avant de commencer à tourner la vidéo. C'est un petit fichier pour me permettre de suivre le programme que j'avais pu préparer. Donc voilà, j'augmente la taille pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, pour commencer l'histoire de Python. Python il a été développé au milieu des années 90 par Guido van Rossum, c'est un néerlandais informaticien, développeur. L'idée avec Python, c'était de permettre aux développeurs d'être plus productifs. Donc on opposait l'ancienne vision de l'informatique, donc un code très performant, très rapide, donc C++, avec un code peut-être moins performant, moins rapide, mais dans lequel le développeur serait plus à l'aise et pourrait coder plus rapidement. Donc c'est l'idée, il y a deux temps en fait, le temps où on code et la vitesse du code. Guido van Rossum, il a plus voulu développer la productivité du développeur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Python est assez utilisé, est beaucoup utilisé, et un des langages qu'on attend de plus de vous, c'est parce qu'il est facile d'utilisation, que les non-développeurs peuvent le comprendre, et qu'il est open source. Open source, ça signifie qu'il est gratuit, qu'il est accessible, qu'il est partageable, et qu'il est modifiable. Cela signifie que le code même de Python, on peut le lire, on peut le modifier à sa guise, et on peut le partager. C'est l'avantage de l'open source. C'est un modèle qui va un peu à l'encontre de la propriété intellectuelle. Donc l'inverse un peu de l'open source, ça pourrait être Windows, ça pourrait être Adobe Photoshop, ça pourrait être tous les logiciels qui sont payants. Payants parce que il a nécessité du développement et qu'on souhaite et qu'on veut être rémunéré par rapport à ça. L'open source, c'est l'inverse. C'est donc transmettre, partager, et grâce à cette transmission, à ce partage, le projet évolue. Si vous voulez, s'il y a autant de développeurs en Python aujourd'hui, c'est que tout le monde partout dans le monde, peu importe le pays, peut coder en Python sans payer. Et il peut partager son code sans problème. Donc c'est croissant si vous voulez. La communauté partage, elle développe des projets, des modules comme NumPy, comme Pandas, comme d'autres. Et le développement de ces modules appelle d'autres développeurs, incite d'autres à coder, et c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des principaux langages de programmation. Pas le meilleur d'après les gros développeurs parce qu'il est parfois il est trop permissif. Mais pour les débutants, je pense que c'est le meilleur. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi et on va commencer tout de suite. Donc ce que vous pouvez voir, c'est deux choses. Un nom, suivi d'un signe égal et d'une valeur. La valeur, elle est entourée de guillemets parce que c'est du texte. J'avais pu l'évoquer la dernière fois. Alors, la première chose qu'il faut retenir et qu'il faut retirer de votre tête, c'est que ceci, en programmation, n'est pas un signe égal. Ça ne signifie pas l'égalité. Ça signifie l'attribution, pardon. Cela signifie que à la variable auteur, donc le nom auteur, ou à la variable Python, on attribue la valeur, entre guillemets, Guido van Rossum. On peut aussi attribuer la variable 2, là ce sera un entier. C'est exactement la même chose. Alors il faut savoir qu'une variable en informatique, ça correspond à une partie physique de votre mémoire, de la mémoire de votre disque dur, une toute petite partie à laquelle on attribue une valeur. Une valeur ici fixe, mais qui peut évoluer. Euh, Tout simplement, je peux très bien, au départ, l'appeler Guido van Rossum. Donc là, si je fais un print auteur, donc si je souhaite afficher la valeur de auteur, je sauvegarde, je lance en faisant F5. Vous voyez qu'il affiche Guido van Rossum. Mais si je souhaite afficher juste la première lettre, je peux tout simplement faire entre crochets 0, pardon. Si je fais cela, a priori, ma console affichera juste la lettre G. Voilà.
Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez même faire une suite de caractères. Donc ici, les 5 premiers caractères, vu qu'on commence à 0, le premier caractère correspond à 0, donc G, et 5 caractères, donc a priori, on devrait aller jusque O. Même pas, on va jusque D. Si je voulais aller jusque O, je mettrais 5. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, on peut afficher toute une variable, mais on peut afficher une partie de cette variable avec les crochets. Voilà. Et vous pouvez bien sûr modifier la variable en attribuant à hauteur.0 une variable particulière. Donc ça, je vais pas plus loin parce que c'est un peu technique et surtout parce qu'il y a un exercice qui correspond à ce problème-là. Donc voilà, vous avez à peu près compris comment on attribue une valeur à une variable. Donc par exemple à la valeur taureau, j'attribue la valeur 25. Si je fais print taureau, j'aurai la valeur 25 dans la console. Voilà, c'est tout simple. Suite à cela, il y a plusieurs types de variables. Ici, je vous en ai énoncé deux, les deux principales, celles qu'on verra le plus. Ici, une variable type string, donc une chaîne de caractères. Et ici, un entier. Entier, car nous n'avons pas de signe décimal, de séparateur décimal suivi d'un chiffre. Si on avait un séparateur décimal suivi d'un chiffre, ce serait plus un entier, ce serait un float. Alors, comment vous vérifiez le type d'une variable? Ça, c'est quelque chose de très important, puisque dans Python, on ne détermine pas le type d'une variable. Pour vérifier son type, il y a une fonction sur Python qui s'appelle type, et là, vous tapez votre variable. Donc, par exemple, hauteur. Sauf que si je fais ça, certes, j'ai le type de l'auteur, mais je ne l'affiche pas dans ma console. Pour l'afficher, vous entourez donc de print. Donc vous faites print, ensuite type, ensuite auteur. Et là, a priori, vous allez avoir la variable string, str pour string. Alors, si je veux vérifier le type de taureau, pareil, même exercice, je note taureau. Et là, vous avez integer. Alors, si taureau était 25,5. Donc on va tester. Taureau 25.5, pardon. On n'utilise pas la virgule comme séparateur décimal en informatique et aux États-Unis de manière générale. Donc là, si je fais print type taureau, donc afficher le type de taureau, j'ai float. Parce que ce n'est plus un nombre entier. Alors, la notion de conversion, très importante. Si je veux convertir une valeur dans un autre type, je peux le faire. Pour le faire, il faudra juste changer le type de variable. Donc pour ce faire, si on veut transférer la valeur de la variable taureau, donc qui est un entier en flottant, on va simplement faire float taureau. Hop. Si je lance, a priori pas de message d'erreur, donc tout va bien. Et ensuite, on peut faire print taureau. Il n'y a pas de changement, c'est étonnant. Si je fais print type taureau. Ah non, il est toujours en integer. Ouais, non. Pour changer, il faut attribuer le. Voilà, je crois que j'ai fait une erreur, je n'ai pas attribué le changement de valeur, de type de valeur, à la variable taureau. Pour ce faire, on va faire taureau égale float taureau. Taureau est égal à un nombre flottant du nombre entier. C'est pas évident comme ça, mais vous allez voir. Si je fais ça, pas de message d'erreur, c'est bon signe. Si je fais print taureau, voilà, là vous voyez il y a un changement. On passe de 25 ici, 25 à taureau, à 25,0. Pourquoi? Tout simplement parce que le type a changé et que nous sommes passés en flottant. Voilà, classe flottant.
Donc maintenant que je vous ai présenté donc les entiers, donc taureau égale 25 integer, 25,2 5,5, ça correspond à float. Si je vous montre taureau 3 égale taureau, donc là il est évident, il faut retenir ceci. Ceci est un entier, ceci est un flottant, et ça c'est une suite de caractères. Une fois que vous avez ça en tête, vous avez fait 50% du travail. Avoir connaissance du type de la valeur d'une variable, c'est très important, et il faudra toujours en être conscient, puisque tout simplement, si par exemple vous avez un nombre qui est affiché, mais que vous ne savez pas qu'il s'agit d'une suite de caractères, c'est possible. Vous ne pourrez pas appliquer à cette valeur une multiplication par exemple. Vous ne pourrez pas faire taureau 3 égale taureau 3, taureau plus 1 par exemple. Ce sera impossible, vous allez avoir un message d'erreur. Si vous le lancez, hop, voilà. Voilà, il met qu'on ne peut pas concaténer une valeur, une suite de caractères avec un entier. Alors, est-ce qu'on peut transformer taureau 3, donc qui est une suite de caractères, en entier? On va essayer. Si on fait taureau 3 égale int taureau 3, là la parenthèse n'a pas lieu d'être. Si je tente, c'est possible. Pas de message d'erreur. Donc il faut toujours avancer à tatillon quand on code. S'il n'y a pas de message d'erreur, c'est que ça va. Et si là je fais affiche taureau 3 divisé par 2, par exemple, ça fait 12,5. Ça montre bien que cela a fonctionné, que le changement de variable, donc on est passé d'une variable suite de caractères string à une variable entière, un integer. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près les bases sur les différents types de variables. Autre chose importante qu'il convient de préciser. Ah non, j'ai oublié de parler des listes. Alors je vais vous parler très rapidement des listes parce que il y en a une partie dans les exercices, mais on reviendra plus en profondeur à la suite. Alors les listes, c'est simple, on va attribuer une variable, une liste soit de mots, soit de nombres. Donc pareil, si je reprends taureau, j'ai pas beaucoup d'inspiration pour les noms de variables en ce moment. Je fais taureau. Alors la liste est entourée de crochets. C'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc là, si je fais 1, 2, 3, donc j'ai 3 valeurs. La valeur de taureau est constituée de 3 paramètres. Donc le paramètre 1, le paramètre 2, le paramètre 3. Si je fais afficher taureau, hop, voilà, il ressort les crochets ainsi que les 3 valeurs. Maintenant, pareil qu'au sein du début de la vidéo, si je veux afficher juste la première valeur, donc si je veux afficher le 1, je fais 0. Voilà, le 1 s'affiche. Donc voilà, vous avez à peu près la base pour les listes. Si je remplace par, je sais pas, fintech, asset management, ainsi que M&A. Si je sauvegarde et que j'affiche le premier, pareil, ça affiche fintech. Cette fois sans les guillemets, ce qui est normal. Vous avez donc la base des listes. Alors, on va parler maintenant convention. Donc, je peux supprimer variable et crochet. Convention. Alors, c'est très important quand on code, il y a des conventions. Une convention, c'est une règle qui revient, qui n'est pas fixée dans le marbre, mais qui se développe de manière inconsciente parmi les développeurs. C'est juste qu'il y a des conventions de code. Vous pouvez coder salement, vous pouvez le faire,
mais vous pourrez transmettre votre code, mais vous serez assez vite jugé et on vous demandera de coder de manière plus agréable. Tout simplement pour que votre code soit pas trop désagréable à lire, pour qu'on arrive à le comprendre et pour être compris plus rapidement. C'est simple, c'est juste pour ça. Alors, une convention toute bête, vous envoyez une ici. Entre auteur, le signe égal, donc attribution, et le code, je mets un espace. Je pourrais le retirer, ça fonctionnera, mais ce sera peut-être plus désagréable à lire. Ce sera plus désagréable à lire. C'est une convention, c'est comme ça. Ne cherchez pas pourquoi. Pareil pour la déclaration des variables. Il y a plein de conventions différentes selon le langage. Ici en Python, pour séparer deux mots par exemple dans une variable, par exemple si je voulais écrire auteur livre égale Guido Van Rossum. Ici vous voyez message d'erreur, on va avoir un problème. Si je lance le code, problème de syntaxe. Auteur livre, il y a un problème. Le problème c'est qu'il y a un espace. C'est donc que la variable, le nom de variable n'est pas attribué. Pour résoudre ce problème, on peut juste revenir en arrière. Donc maintenant vous avez un nom de variable précis, plus de message d'erreur, mais il y a un problème de lisibilité. Si par exemple votre lecteur de code n'est pas français, il peut avoir du problème à lire. Il n'arrivera peut-être pas à comprendre que c'est deux mots différents. Alors pour ce faire, il y a deux choses possibles, même plein d'autres, mais deux choses que j'ai en tête. En Python, la convention, c'est de faire un tiret du bas pour séparer deux mots. C'est ce que je vous recommande. Après, moi, sur votre clavier, si vous avez quelques problèmes, vous pouvez aussi vous pouvez retirer et mettre une majuscule. À vous de voir. À vous de voir si vous préférez faire le tiret du bas ou appuyer sur Shift pour faire une majuscule. À vous de voir, c'est selon votre goût et votre envie. C'est pas une obligation, mais on recommande quand même le tiret du bas. Par exemple, si vous codiez sur VBA, il n'y aura pas de tiret du bas, ce sera la majuscule pour déterminer un autre mot. Voilà. Donc c'était une des conventions, il y en a d'autres. Il y a un easter egg dans Python. Un développeur a fait un poème pour vous préciser les conventions à suivre et comment on doit coder. Pour ce faire, vous faites import this. Import, c'est une fonction qui permet d'appeler des packages et des librairies dans Python. Là, vous lancez et vous avez un poème qui s'affiche. Alors ce poème, voilà, je vous invite à le lire rapidement. Il explique comment, de manière générale, coder pour quelqu'un qui débarque. Voilà. Une fois qu'on retire ça, on peut passer aux opérateurs. Alors pour nettoyer une console, vous faites CTRL-L, ça correspond à clear. C'est un shortcut qui revient souvent dans les consoles. Voilà. Vous avez pu voir le petit message clear ça apparaître. Donc une fois qu'on a parlé des conventions, on va pouvoir parler des opérateurs. Alors je pense aux opérateurs arithmétiques principalement ici. Donc les différentes méthodes pour calculer sur Python. Donc c'est simple, sur Python comme sur une calculatrice, vous avez différents opérateurs qu'on peut utiliser. Voilà, je vais vous montrer. Je vais les séparer, je pense. Si je fais le plus, classique, comme sur une calculatrice. Le diviser. Alors, je pense tous les avoir précisés ici. Multiplier, ouais. Alors, a priori, vous devriez en connaître plusieurs. Donc, déjà, le plus pour additionner sans problème, le moins pour soustraire, cela pour diviser, ceci pour diviser le slash, le double slash pour faire une division, il me semble que c'est division entière. Cela, ça correspond au modulo. Ça correspond au reste de la division euclidienne. Ici, c'est le signe multiplicateur, tout simplement. Et là, le signe puissance. Donc je vais vous montrer comment on les utilise. Ah, petite chose, j'ai oublié de vous préciser, quand vous commencez une ligne par un hashtag, par un dièse, hashtag, ça correspond à un commentaire. Un commentaire sur Python, ce n'est pas du code. C'est considéré comme de l'aide, du texte pour le développeur. Donc vous pouvez écrire autant de choses que vous voulez, à condition qu'il y ait un hashtag devant. Il ne sera pas lu comme code et vous pourrez lancer votre code sans message d'erreur.
Par contre, si vous le retirez, voilà, problème d'indentation, problème de syntaxe. Donc veillez, si vous devez retenir quelque chose, si vous devez vous souvenir ou même mettre un commentaire pour le prochain lecteur, n'oubliez pas le signe hashtag. Alors, il y a aussi notre méthode, hein, mais voilà, c'est un peu de l'accessoire. Si vous voulez pas faire plein de hashtags comme j'ai pu faire, vous faites 3 guillemets, suivi de 3 autres guillemets. Là, je pense que c'est bon. Et tout ce que vous allez écrire là, au sein de ces 2 guillemets, ce sera du commentaire. Pareil. C'est bien à retenir, voilà. Je peux supprimer ça. Donc les opérateurs. Ah, non, les opérateurs. Alors, on va définir 2 variables. Donc A égale à 12, B égale à 4. Donc, si je vous pose la question quel est leur type, a priori vous devrez répondre très rapidement entier. Première chose, on va faire print. Je vais sélectionner, copier. Voilà. Si je fais A, je pourrais écrire A plus B comme ça, mais pareil, par convention, on met de l'espace pour avoir plus de lisibilité. Après, si vous êtes tout seul sur votre code et que vous voulez être rapide, vous pouvez retirer l'espace, il n'y a pas de problème, mais c'est une convention qui est quand même bien de retenir. Si là je fais A-B, et le dernier A puissance B. Donc, avant de lancer le code, donc on sauvegarde, n'oubliez pas de sauvegarder, c'est très important. Selon vous, quel va être le résultat pour A divisé par B? Donc ça c'est 3 sans problème. Pareil ici, a priori ça devrait être 3. Si je change et que je mets 5, on va éviter de mettre que des chiffres pairs. Je vais lancer. Voilà. Alors, 12 plus 5, 17, pas de problème. A divisé par B, ça fait 2,4. Et là, A2 slash B, ça fait 2. Ça signifie le nombre de fois qu'on peut diviser A par B. Donc ici c'est 5, on peut diviser 12 par 5 deux fois. Et donc, le modulo qui est en dessous, c'est un peu le complément de cet opérateur. C'est le reste de la division euclidienne. Si vous divisez 12 par 5, vous pouvez le faire deux fois et il vous reste 2. Vous voyez donc le 2 ici et le 2 là. Là pareil, le fois, je n'ai pas besoin de vous expliquer, et puissance pareil. Donc voilà, vous pourriez le faire aussi avec si les données étaient des floats sans problème. Même chose. Ça c'est les bases. C'est les bases des opérateurs, très simplement. Pour l'exercice, il y a peut-être la notion d'input que je devrais vous préciser. Je vais sûrement oublier des choses dans cette première leçon. Je ferai plein d'autres leçons, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Alors, la notion d'input, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction sur Python. Donc, si vous tapez input, vous avez un code qui s'affiche là qui correspond aux informations que vous pouvez avoir dans la documentation Python sur le site officiel. Donc, vous avez un peu des précisions sur comment on utilise input. Alors, moi, dans ce cas-là, je vais attribuer input à une variable, c'est très important. Si par exemple, on va mettre A, on attribue input à A. Ensuite, on fait afficher A divisé par 2. Je lance mon code. Et là, je vais devoir noter. Quoique non. Je pense qu'il faut mettre les curly brackets. Il faut mettre les guillemets. Même pas, je pense que ça marche sans. On va sauvegarder, on relance. Et là, si je mets 12. J'ai un petit doute. Par contre,
souvent on met un texte pour montrer à la personne qui utilise le code qu'il doit rentrer une donnée. Je fais ça, j'appuie sur entrée. Voilà. Là, on a le message qui s'affiche dans notre console en lançant le code, donc qui correspond à la suite de caractères qu'on a énoncé ici. Il nous demande de taper quelque chose, ce que vous voulez. Si là je tape 25, vous voyez que la console renvoie 25. Donc j'ai affiché 25. C'est ça, c'est la base, c'est le premier code que vous devrez faire. C'est bon à savoir. Si on va retester. Si j'écris maison par exemple, ça renvoie maison. Alors normalement ça devrait renvoyer un message d'erreur parce qu'on n'a pas encadré maison par des guillemets. Mais l'avantage de Python, encore une fois, la déclaration de variable ne nécessite pas la déclaration de son type. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, Python reconnaîtra le type. C'est l'avantage, un des avantages principaux de Python. Donc voilà, vous avez input. Je vous ai montré comment fonctionnait input. Vous devriez pouvoir le réutiliser sans problème. Donc voilà, tout ce que je vous ai montré, vraiment, je vous invite à le coder, je vous invite à tester et essayer pourquoi pas, de répondre aux exercices. Donc là, par exemple, la modification d'une variable. Si la variable, je l'appelle a égale 25, si je veux que a corresponde à 26, je peux faire plusieurs choses. Je peux faire print a plus 1, il me semble. Si je lance, ça fait 26. Mais si je veux que a égale 26 en dur, si je veux vraiment que la variable a prenne la valeur 26, je peux faire a est égal à 1 plus 1. Voilà. Oups. Et là, si je fais afficher a, je vais avoir la valeur 26. Une manière plus rapide pour ajouter la valeur 1, je peux faire a égale plus égal à 1. Donc là, ça signifie que je vais ajouter à la variable a 1. Là, si je fais print a, pareil, 26. Je peux mettre d'autres choses. Hein. Je peux mettre un fois et mettre 2 par ici. Et là, vous allez voir que 25 fois 2, 50. Voilà, c'est une manière rapide d'attribuer une autre variable ou de modifier la variable a. Si par exemple là je fais a égale 373. Alors voilà, il faut bien retenir en tête que le code il va s'exécuter ligne par ligne, de manière très rapide, mais ligne par ligne. Par exemple, ligne 1, il va rien faire puisque c'est un commentaire. Il va attribuer la valeur Guido Van Rossum à hauteur. Il ne va rien faire jusqu'à la ligne 17. À la ligne 17, il va attribuer la valeur 25. Il va la multiplier par 2. Et ensuite, il va attribuer la valeur 373. Alors, tout ce qu'on aura fait avant concernant A, je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'intérêt, mais presque. C'est vraiment le dernier appel de A qui prévaut quand on l'appelle via print. Donc là, voilà, 373 s'affiche. C'était la chose à retenir. Petite chose à droite, c'est accessoire, mais Spider vous permet d'avoir une vue sur les variables qui ont été déclarées au sein de votre code. Donc là, vous pourrez voir toutes les variables qu'on a pu déclarer qui ne sont nécessairement plus là. Donc tour 1, tour 2, tour 3. On a même le type, c'est assez bien fait. Mais encore une fois, c'est pour être plus productif en soi. Ça n'a pas d'importance, mais c'est bien quoi. Alors, pour les packages, j'ai oublié de vous en parler durant la précédente vidéo. Les packages, c'est une chose importante dans Python. C'est ce qui vous permet de faire des codes personnalisés, ce qui vous permet de faire des graphiques magnifiques avec Matplotlib, d'utiliser Pandas ou NumPy pour les calculs scientifiques. Donc, pour vérifier que vous avez des packages déjà installés donc avec Anaconda, de mémoire, je vous recommanderais d'aller dans le menu démarrer, de taper Conda, donc ça. Et là, vous devriez avoir un icône qui affiche Conda Prompt, je pense, ou Conda Console, à vous de voir. Et dans ce Conda Console, vous taperez, vous la lancerez bien sûr. Vous aurez une console qui s'affichera à peu près comme celle-ci. Une fois que vous aurez lancé, vous taperez pip
list. Ce code, pip, c'est une extension de Python qui permet de modifier, ajouter des packages à votre langage Python natif. Là, quand je vais taper ceci, normalement, je devrais avoir la liste des packages qui sont déjà installés. Donc, vous pouvez voir, il y en a un nombre assez conséquent. C'est assez impressionnant. Donc là, pip, l'extension pip. Vous devez avoir normalement voilà, tous les modules Jupyter. Donc Jupyter Client, Console, Clore, Lab. Vous avez Panda, non, vous avez NumPy, très important. Donc, on en parlera dans les prochaines vidéos. Vous avez Pandas aussi. SciPy, Scikit-learn, Scikit-image. Ce sont des packages de machine learning principalement et d'études statistiques. Alors, GYFinance, mince, c'était l'exemple que je voulais utiliser. Donc GYFinance, importez-le, parce qu'on en aura besoin à la suite du cours, pour modifier et pour importer un nouveau package, une nouvelle librairie, donc un nouveau objet comme ici. Il faut déjà en trouver un sur Internet. Moi, dans mon cas, je voudrais rajouter YFinance, par exemple. Pour ce faire, vous pouvez le faire directement ici, je pense, ou vous pouvez le faire dans Conda Prompt, comme je vous ai dit. Vous tapez pip install, et là le nom du module que vous avez pu trouver sur internet, que vous voulez installer, que vous n'avez pas nécessairement ici, mais a priori vous les aurez tous sauf YFinance. Donc là vous tapez YFinance, et là vous allez avoir une liste de lignes avec l'évolution du téléchargement de YFinance. Donc dans mon cas je l'ai déjà, donc pas de problème, vous voyez. Je sais pas comment vous montrer autrement, parce que j'ai pas en tête d'autres packages qui sont ici. Donc voilà, essayez de faire ça. Dites-moi si vous avez problème concernant l'installation du package, mais bon, pour l'instant c'est accessoire, c'est pas obligatoire. Voilà, je vous ai prêt tout montrer, les bases des opérateurs, les bases des variables. Normalement ça devrait être suffisant pour essayer les exercices, donc je vous invite vraiment à plancher dessus. C'est important. Ce que je vous ai montré là, c'est vraiment un tuto très simple. C'est à vous maintenant d'essayer de bidouiller, de coder. L'apprentissage de l'informatique, c'est pas comme l'histoire. C'est pas en lisant le cours, c'est pas en regardant des vidéos que vous allez apprendre à coder. Pour apprendre à coder, c'est simple, il faut essayer, il faut se tromper, il faut faire des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne pourrez pas avancer en programmation. Donc vraiment, je vous invite à tester des choses par vous-même, vraiment essayer des choses, c'est très important. Je peux peut-être vous montrer comment calculer une moyenne avec des inputs. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'un peu intéressant à vous montrer. Alors, comment vous calculez une moyenne avec des inputs? Considérons qu'on va faire 3 inputs correspondant à vos notes, et à la fin afficher votre moyenne. Avant de faire un code, il faut vraiment le penser les étapes avant de commencer à écrire. Parce qu'on peut avoir la flamme de l'écriture, mais si on écrit mal, et si on n'a pas bien pensé le projet de A à Z, ça peut être mauvais. Donc il y a plein de méthodes pour faire ça, on pourrait faire une liste. Moi je vais utiliser les inputs. Alors si je fais note 1. Ah, petite chose que je ne vous ai pas présentée, c'est les conventions de notation des variables. Vous ne pouvez pas noter variable n'importe comment. Vous ne pouvez pas commencer le nom d'une variable autrement que par un... Il me semble, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on ne peut pas commencer autrement que par un caractère. Donc un chiffre, c'est pas possible. Là, si je fais 1n égale 1, je vais avoir un message d'erreur. C'est pas possible, on peut pas déclarer une variable. Problème de syntaxe. Voilà, donc vraiment, essayez de commencer par une lettre. Et ensuite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une majuscule. Voilà, vous pouvez commencer par une majuscule. Et là, mettre une minuscule. Chose importante. Ceci sont deux variables différentes. La minuscule et la majuscule ne sont pas la même chose. C'est important à savoir. Python fait la différence. Il est case sensitive, on dit. Donc voilà, c'est pas la même chose. Donc, commencez par une lettre. Ensuite, vous pouvez mettre des chiffres comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, vous pouvez écrire n'importe comment, mais essayez de maintenir une lettre au départ, un mot, et éviter les caractères bizarres comme ceci. Enfin, voilà, il ne faut pas que ce soit des caractères qui apparaissent déjà dans Python. Par exemple, le majuscule il sera utilisé prochainement pour les opérateurs de comparaison. Pareil pour le égal, vous ne pouvez pas l'attribuer à un nom de variable parce qu'il est utilisé dans Python, le moins, le plus, voilà, vous avez compris, les opérateurs on ne l'utilise pas. Pareil, on ne pourrait pas la noter input la variable, parce que sinon il y aurait un problème. Input ça correspond à une fonction dans Python. Vous ne pouvez pas nommer une variable par le nom d'une fonction, sinon le langage il va pas comprendre. Donc ce qu'on va faire, on va faire note 1. Alors le code ça va être le suivant. Note 1 égale input. Donc entrer la valeur. Entrer.
On va mettre première note. Première note, 2 points, espace. L'espace, c'est pour éviter que quand l'utilisateur va mettre son curseur dans la console, il soit directement collé aux 2 points. C'est pareil, c'est accessoire, mais bon, c'est bon à savoir. Note 2, regardez, input. Voilà. Alors, avant de lancer le code, il faut imaginer, penser ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander la première note, la deuxième note, la troisième note. Et là, pour calculer la moyenne, comment vous pouvez faire? Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire print, note 1 plus note 2 plus note 3. Si je mets entre parenthèses, ça devrait faire une somme. Et cette somme, je peux la diviser par le nombre de notes. Ici 3. Donc c'est pas une méthode efficace, ça marche a priori. C'est pas une manière efficace parce que le nombre de notes il peut changer. Et là le 3 il serait obsolète parce que votre moyenne elle fonctionnerait plus. Donc là si je lance le code, je fais première note, on va mettre 12, 13, 14 et 8. Ah, problème. Voilà. J'ai fait une erreur de type. Donc dans ce cas, il est quand même mieux de passer. Ah oui, c'est logique. Étant donné que j'ai mis ici des guillemets, que j'ai marqué du texte, donc une suite de caractères, la valeur que je vais y attribuer sera considérée comme un str, une chaîne de caractères. C'est étonnant. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir dans print les valeurs de note 1, note 2, note 3 en entier. Voilà, donc c'est bien de faire une erreur, comme ça je peux vous montrer comment on fait. Hop. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir en entier chacune des valeurs. Une autre chose pourrait être envisageable, c'est directement de mettre la contrainte de l'entier ici. Donc là vous voyez que nécessairement la valeur de note 1 qu'on va entrer devra être un entier. Voilà. C'est une des méthodes, c'est peut-être la meilleure parce que ça évite des chaînes de print trop longues. Donc là, si je lance, on va faire première note 4, 12, deuxième 14, et la troisième 8. Voilà. Là, on divise la somme par 3, ça fait 11,3333. Voilà, c'est une méthode un peu rapide pour le faire. Une autre chose, une autre possibilité pourrait être d'éviter le input. On va faire note tout simplement. Là on fait 14, 12, 7. Vous voyez qu'ici, ici je mets un espace entre la virgule et le prochain chiffre. Pareil, c'est une convention, c'est pour que ce soit plus agréable. Alors, pour faire ça, on pourrait utiliser la fonction sum qui est native dans Python. On va faire print sum de notes, il me semble. Voilà, donc là on a la somme de notes. Si on fait ça, on a 33. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir la moyenne? Deux méthodes. Soit vous divisez par 3, méthode un peu à l'arrache, comme je vous ai montré. Là vous avez 11. Sinon vous pouvez faire simplement diviser par la longueur de la liste. Pour ce faire, on va utiliser encore une fois une fonction native dans Python, len. Len de quoi? De notes. L'avantage de ça, c'est que le code est modulable. Vous pouvez modifier note sans problème, sans que ça affecte votre fonction, votre print. Pour que ça, voilà, donc là pareil ça fait 11. Si je rajoute, je fais 123. Voilà, vous avez 39. Parce que len de note, si je fais print len note, cette fois print len de note, la longueur de la liste est de 4. Voilà. Donc là c'est les bases. C'est un peu une astuce pour les exercices, mais bon, ça devrait vous aider, et a priori vous devrez pouvoir faire tous les exercices sans problème. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé avec ceci. Je pourrais sauvegarder, je devrais sauvegarder, mais je le fais pas parce que bon voilà, c'était pas
un code très long, très important. Mais bon, vous avez la base sur les variables, les opérateurs, input, et vous avez une première vision sur l'utilisation des listes sur Python. Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Donc je vais regarder pour faire la troisième vidéo, cette fois qui ira plus en profondeur. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la troisième vidéo.